mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et surtout, chers amis, nous sommes réunis ce soir dans ce bel amphithéâtre Lavoisier de la Maison de la Chimie, qui rappellera beaucoup de souvenirs à certains d'entre nous, pour rendre hommage à une carrière, à un combat et même des combats, et à un homme. Il me semble qu'au moment de faire les comptes des années qui passent, deux choses finalement importent réellement. Les événements dans lesquels on se trouve enveloppé, comme l'écrivait justement Lavoisier à son cousin en 1794, et les combats que l'on décide d'embrasser. La République, à moi, salue aujourd'hui le combat d'une vie pour que celle-ci reste digne jusqu'au dernier moment, pour mettre en lumière en quelque sorte ceux qui n'en ont plus. Bien peu sont ceux qui portent cet engagement avec autant de force que vous, cher Luc aussi, que toi, cher Luc, si on me permet ici, dans ce cénacle d'amis, tes amis, cette familiarité. Enfant déjà, tes professeurs notaient que tu étais beaucoup trop sûr de toi. Il faut vivre en classe en même temps que tous, écrivait-il dans tes bulletins. Mais tu t'y es toujours refusé. Certains diront que tu es prolixe, c'est vrai, d'autres que tu t'éparpilles, je ne me prononcerai pas là-dessus. Tu te qualifies toi-même volontiers de schizophrénique dans tes engagements, je ne parle pas de tes relations. Si cela ne tenait qu'à moi, je dirais plutôt que tu enchaînes les partitions pour toujours trouver une note originale à ce que tu fais. On comprendra que je vais un peu faire une présentation musicale. On sait pourquoi ton parcours. Car, en définitive, justement, comment mettre une vie, ta vie, en musique. En prologue, il y eut tout d'abord une douce mélodie. Un jeune homme de 28 ans, technicien des postes et télécommunications sur le Tour de France, parti de son Algérie natale quelques années auparavant, rencontre à foi, et oui, une histoire de foi, une jeune vendeuse de chaussures de 19 ans. Il y a toujours dans ces circonstances les beaux mots et la promesse de revenir au fin fond des Pyrénées pour la chercher. Il y a aussi les caractères, et finalement la réalité, à savoir qu'il se marie 5 mois plus tard et qu'elle le suit, en région parisienne. Tu naissais peu après, fruit donc des amours, un amour de la France des années 60. Je sais le sentiment tendre que tu portes à cette histoire. En la découvrant, j'ai aimé à penser que tu tenais directement de cette belle rencontre entre la passion, la persévérance et la rapidité. L'on pourrait presque aller jusqu'à l'obstination, mais je n'oserais évidemment me le permettre. Te voilà ensuite embarqué dans le doux couplet de la jeunesse. En 1981, j'ai sauté quelques étapes, tu avais 15 ans. Tu t'apprêtais à rentrer au lycée René Cassin de Gonesse. Mais en 1981, tu as surtout vu, comme beaucoup d'entre nous ici, la gauche de François Mitterrand gagner. C'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître aussi bien que ceux qui avaient 15 ans, où on plaquait des affiches au mur dans une sorte de noir désir. C'était un temps d'espoir, de promesses, de jeunesse, en parallèle de l'obtention d'une maîtrise du droit public, d'un DEA du droit social. Tu commences à ce moment-là à militer au Parti socialiste au sein du courant rocardien. Quelques-uns ici, me semble-t-il, illustrent ce que celui-ci fut comme une ligne de basse. Tu ne quitteras en vérité plus jamais. Je n'étais pas encore pour ma part membre du Parti socialiste, mais venu d'une autre gauche, un peu plus à gauche. Je votais justement cette année-là, parce que j'étais plus vieux que toi, pour la première fois socialiste, pour l'alternance incarnée par François Mitterrand, en sympathie avec Michel Rocard, sans nous connaître, nous convergions déjà. La manière des faces A et des faces B d'une vie, des carrières professionnelles et militantes sont, à partir de là, indissociables. Les deux se répondent chez toi, se nourrissent, et l'on ne peut te décorer pour l'une sans évoquer l'autre. Tu es embauché à tout juste 23 ans comme chargé de mission au Parti socialiste. Alors, rue du Solferino. Puis, tu intègres rapidement, c'est en 1992, le cabinet de René Tola, beaucoup d'entre nous ont connu ici, ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement de Pierre Bérégovoy. Au cours de cette année, parce que ça a été court, 92-93, tu travailles notamment sur les dimensions européennes et internationales des affaires sociales, et nul doute que tu as développé là
certaines de tes convictions sur l'Europe de la santé, notamment tout ce qui concerne les politiques publiques liées au vieillissement au sein de l'Union. Tu es ensuite, tour à tour, délégué national du PS aux personnes âgées, de 2000 à 2008, auprès de François Hollande. Monsieur Personnes âgées, pendant sa campagne présidentielle de 2012, à laquelle j'ai un peu participé. Tu arrives ainsi à mettre au premier plan la question du financement plus juste des retraites, question toujours actuelle, une réforme de la dépendance qui vise à mieux accompagner la perte de l'autonomie de sujets cruciaux, souvent occultés, toujours d'actualité. En parallèle de ces engagements nationaux, tu deviens par ailleurs élu local à Goussainville. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés. Nous faisions certes déjà partie de la même maison socialiste, mais nous nous étions jamais côtoyés de près, en vérité, jusqu'en 2008. Déjà un certain temps. Cette année-là, tu deviens conseiller général du Val d'Oise. Pour la première fois depuis sa création, le département passe à gauche. Le soir même de cette victoire, nous nous croisons, rue de Solferino. Tu es heureux, on l'est en général, les victoires. Tu me proposes de la fêter ensemble à Goussainville, ce que j'accepte très volontiers. Et je ne l'ai pas regretté. Je me souviens de cette soirée. Et ce fut pour moi la véritable découverte de l'homme enthousiaste et profondément gentil que tu es. D'avoir l'assistance réunie ici ce soir, on voit tout de suite une de tes qualités évidentes qui m'a frappé d'emblée. Tu as le sens de l'amitié sans sectarisme, même si elle va souvent avec le goût de l'engagement au pluriel, de l'engagement divers. Au fil du temps, j'ai pu constater que cela allait de pair avec une grande fidélité, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es là, une fidélité indéfectible à ceux que tu aimes et à tes idées. En 2008, je peux dire que j'ai rencontré en toi un ami fidèle, c'est pour ça que je suis là, essentiellement, et tu sais que je t'ai rendu toujours ces sentiments. Fidèle, tu es resté au Parti socialiste, dont tu es aujourd'hui le président du Conseil national, à un moment, on peut dire un peu compliqué de son histoire. Vous soulignez ici la performance d'assister à un total de 14 congrès du Parti socialiste, c'est dire le dévouement infini de Luc Broussi. Je ne sais pas s'il faut encore conclure à la négation ou à l'obstination, je laisserai chacun en juger. Fidèle à tes idées, tu as successivement soutenu au Parti socialiste Michel Rocard, Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn, puis tu as animé à mes côtés, avec d'autres, dont certains sont présents ici ce soir, un courant que nous appelions Besoin de gauche, qui a repris cet héritage et qui a, je crois, contribué à sa place à la victoire de la gauche en 2012 avec François Hollande. Tu n'as en rien et jamais renoncé à ces convictions que tu aimes à appeler social-démocrates, et tu t'efforces aujourd'hui de montrer qu'elles sont compatibles avec les pratiques de la NUPES. Là aussi, je laisserai chacun en juger. La réserve de ma fonction, la distance que j'ai prise avec la politique réelle et la convivialité du moment qui nous rassemble nous permettent fort heureusement de faire l'économie d'un jugement pas trop définitif. Disons quand même, pour les faire comprendre, sans, j'espère, heurter personne, que je serai moins sévère que certains et moins enthousiaste que d'autres. Je comprends évidemment le besoin d'ancrer le socialisme à gauche, comme je connais l'impératif pour celle-ci, la gauche, de l'unité, donc la nécessité d'alliance électorale, surtout dans un scrutin majoritaire. Ça ne doit pas pour autant dispenser d'un travail sur le fond, et d'une identification nette, qui est exclusive de toute confusion, dont l'Europe, l'attachement passionné à la démocratie, le combat contre toutes les formes d'autoritarisme, la prise en compte des réalités économiques que certains voient comme un gage de crédibilité, sont pour les socialistes dans leur histoire toujours partie prenante. Dès lors, pour ma part, je crois plus à la continuité d'une histoire adaptée aux défis des temps présents, qui sont assez tragiques, qu'à je ne sais quelle table rase. On comprendra que dans mes fonctions, j'aime à citer une phrase de Pierre Mendès France, qui fut une des grandes figures toujours pertinentes de cette histoire de la gauche: les comptes en désordre sont le signe des nations qui s'abandonnent. Comme lui, je n'ai jamais pensé que dépenser sans compter soit un marqueur de gauche, et je crois que la dette est non seulement l'économie, la limite de l'économie, mais aussi la limite de la gauche. Mais, bon, et je crois à la phrase de Mendès France plus juste que jamais, mais je m'arrête là, sur ce registre sur lequel j'ai déjà été trop long. C'est à toi, et c'est à ceux qui, dans leur diversité, croient encore de ce grand mouvement,
Et même pour ceux qui n'y croient pas, ils doivent savoir qu'il est indispensable à la bonne santé de notre vie démocratique. C'est à vous de construire son avenir. Toujours est-il que toi, tu es toujours là, ne demandant rien pour toi-même, jamais. Continuons à œuvrer pour ta formation politique, avec le souci de la rassembler autant que faire se peut. Naturellement, comme si ça allait de soi, une certaine proportion à défendre ceux que l'on n'entend plus assez fait le pont vers ta carrière professionnelle qui était entièrement dédiée à la vieillesse, depuis ta jeunesse. En tant que délégué général du syndicat national des maisons de retraite privées entre 1993 et 1995, tu deviens une des voix qui compte pour les pouvoirs publics et pour les médias sur ce sujet. Te découvrant un talent d'écriture, tu te lances dans la création d'un journal mensuel visant les professionnels du secteur. Tu as la plume facile et parfois revolver, et tu as l'expression qui fait mouche. Nombre de ministres, de membres de cabinet, de parlementaires, de responsables de fédérations professionnelles sont ainsi heurtés, parfois outrés, mais le plus souvent inspirés par ces mots distillés au cours des publications, et personne ne t'en veut puisque tout le monde est là ce soir. Tu restes fidèle à toi-même, avec l'air un peu bravache, toujours malicieux, qui te caractérise encore aujourd'hui. Tu auras par la suite la chance et l'honneur de porter tes convictions en tant que président de l'association France Silver Eco à partir de 2014, puis comme président de la filière nationale Silver Economic à partir de 2018. Nous ne pouvons enfin que saluer l'engagement qui est le tien pour la tenue des Assises nationales des EHPAD, événement annuel majeur qui te tient particulièrement à cœur, auquel tu m'as fait l'honneur et l'amitié de m'inviter cette année comme d'autres, qui s'est tenu ici et dont j'ai constaté l'exceptionnelle qualité d'un débat très important pour notre société. En parallèle, tu mets toutes tes compétences au service de la cité, à gauche, mais aussi au centre, et même à droite, car tu es éclectique. On te sollicite parce qu'on sait ton ouverture d'esprit, et surtout on connaît et on reconnaît ta compétence et ton engagement. Comment ne pas mentionner ton rapport de mars 2013 sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population, dit rapport Broussy. Dans ce rapport, tu appelais de tes voeux une politique volontariste d'adaptation des logements, de l'urbanisme, des transports face aux mutations démographiques. Tu rentres à cette occasion dans le cercle restreint des personnalités dont le nom est associé de concert à une politique publique. Tout le monde n'a pas cette chance, certains l'ont ici, pas tout. Force est de constater que l'ostinato te sied bien à la peau, car tes propositions ont manifestement bien vie. Et le dispositif MaPrimeAdapt 2021, je crois, en est tout à fait directement inspiré, tu en es fier et c'est légitime. Au cours de toutes ces années, tu prends conscience des tuyaux d'orgue administratifs qui en viennent parfois à négliger les trajectoires des oubliés, des pauvres, ceux qu'on appelle parfois les indigents, dans une société qui est devenue singulièrement inconsciente de son propre reflet, car finalement, nos aînés ne sont que le miroir de la société. D'abord, parce qu'ils lui rappellent que le temps passe. Ensuite, parce qu'ils sont le visage de ses bontés comme de ses contradictions. Enfin, parce qu'ils en sont la meilleure mémoire. Ainsi, tu n'hésites pas à prédire qu'avec une population qui avait 25 ans en 1968, on écoutera les Rolling Stones dans les EHPAD à la place de Piaf ou Trenel. Je dois dire, étant à peu près de cette génération, en tant que premier président d'une institution qui a contrôlé un grand nombre d'établissements, je n'en ai jamais ouï dire. Mais, bien sûr, on ne peut que se réjouir de cette idée, car il faut quand même regarder la réalité en face. Mick Jagger aura 80 ans en 2023. Les bons mots, tout ça te sert à faire grandir tes combats, autant qu'à faire nourrir tes engagements, parce que tu as compris à quel point ils pouvaient être rares parfois. S'il était possible de repartir d'une page blanche, tu as voulu être romancier, je crois, pour laisser libre cours à ton imagination fertile. Au final, tu as préféré une autre voie, celle de la transmission aux générations futures, avec des mots différents. Tu relis les deux extrémités de l'existence en transmettant à la jeunesse la richesse de la vieillesse, mais surtout celle de l'expérience, la tienne. Tu enseignes ainsi pendant 14 ans à Sciences Po pour être toujours au plus près de la prochaine génération et pour assurer cette transmission. Nombreux sont tes anciens élèves qui ont été témoins de ton développement sans faille. D'aucuns diront que tu les as aussi, et insidieusement, je veux dire, convertis à Radiohead ou à Étienne Dao. Sur une dernière note,
commencer, en fait, il me reste bien sûr à évoquer ta passion entêtante et entêtée pour la musique, dont j'ai souhaité nourrir mon propos. Nous venons de mentionner les Rolling Stones, mais tes sources d'inspiration sont très multiples. Tu achètes ton premier album à 13 ans, à 16 ans, tu gagnes un vinyle du guitariste Gigi Kane en répondant en direct à une question de Bernard Lenoir sur France Inter. Ça nous rajeunit. Tu apprends sûrement que la chance sourit aux audacieux, mais qu'elle sifflote aussi à l'oreille des téméraires. À 26 ans, tu achètes l'illustre album de Rem, Automatic for the People, ce disquaire indépendant juste en bas de ton domicile d'alors, avenue Le Drie-Roland. Il y a 2 ans, tu réponds même au London Calling, non pas pour célébrer The Clash, mais pour commémorer les 40 ans de la disparition de John Lennon. C'était plutôt à New York, mais Londres, c'est bien aussi. Depuis toujours, la musique n'a cessé de te réjouir le jour et de t'accompagner, non seulement la nuit, mais tout le temps en fait. Tu es tellement amoureux de la musique que tu décides en 2016 de redonner vie à la revue pop moderne Magique. Magique. Le journal réapparaît en kiosque, mais il est impacté de plein fouet par la crise sanitaire, opiniâtre, tu ne lâches jamais rien. Tu lances une campagne de financement participatif pour relancer la revue comme un phénix, celle-ci revêt ses sens, et nous savons tous le sentiment de fierté qui le tient lorsqu'il s'agit de l'évoquer. Mais il y a peu qui t'émeuvent plus que d'écouter Elliott Smith ou Janis Joplin, grand brûlé, disparu trop tôt. Là est peut-être la clé pour te comprendre, mon cher Luc. La vraie foi, pour toi, c'est la chanson de l'innocence. Tu es un homme du kairos, davantage que du chronos. Tu as compris la valeur du temps, qui est riche dans la jeunesse comme dans la vieillesse, à condition de le soigner, le temps, de soigner la jeunesse comme la vieillesse. En définitive, et je finirai par là, les hommes et les femmes passent, mais ce qui reste, ce sont les mots et les actes. Tu utilises les tiens pour rester toujours du côté de ceux qui n'ont rien, de ceux qui ne seront bientôt plus et qui ont le droit de bien terminer leur vie. Car au crépuscule, ultimement, on est le souvenir que les gens gardent de nous. Tu le sais mieux que quiconque. La plus secrète mémoire des hommes réside alors encore et toujours dans le combat. Ce combat, tu le mènes avec tes équipes, entourées d'amis, car tu aimes bien mélanger l'amitié et le travail, par défaut, et toujours accompagné de ton épouse, Elsa, qui est présente dans toutes les dimensions de ta vie, presque toutes. Affaire de fidélité, d'attachement toujours. Cher Luc, merci, je crois m'exprimer votre nom à tous, de porter avec cette fougue, cette foi, les causes qui t'habitent depuis maintenant plus de 30 ans. C'est cette foi, ce sont ces convictions, c'est ce dénouement inlassable qui te valent aujourd'hui d'être distingué par la République au sein de l'ordre de la Légion d'honneur. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux, à la fin de ce propos, de prononcer les paroles qui le consacrent. Luc Boussy, la raison de la République, au nom du pouvoir conféré, nous faisons chevalier dans l'ordre national. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, cher Pierre, Monsieur le Ministre des Solidarités, cher Jean-Christophe Combe, Madame la Ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, très chère Agnès Firmin-Lebaudot, Mesdames et Messieurs les anciens, on ne dit pas anciens, donc, Mesdames et Messieurs les ministres, j'en citerai un certain nombre tout à l'heure, donc vous êtes ici nombreux à être présents ce soir. Mesdames et Messieurs les parlementaires, cher Grégoire Poton, qui vient de l'Élysée, cher Aurélien Rousseau, le directeur de cabinet de la Première ministre, à qui j'ai demandé de venir pour qu'il y ait ce soir dans cette salle un représentant de cette belle idée, qu'est le communisme. J'arrête là, mais
Mesdames et messieurs, chers amis, vous aurez compris une chose, c'est que je me suis payé le luxe, ce soir, de n'inviter que les gens que j'aime. Ça peut être différent pour d'autres moments, pour d'autres manifestations. Mais ce soir, j'ai eu ce privilège de n'avoir que des gens que j'aime, que j'apprécie, que je respecte, parfois même les trois en même temps. Et merci donc d'être là. Je peux excuser aussi 2 ou 3 personnalités. Le seul mot d'excuse que j'ai accepté ce soir, c'est d'être à au moins 10 000 km. Donc j'excuse Philippe Val, le PDG de la Poste, qui est à Tokyo. Laurent Berger, que j'ai eu il y a quelques jours, qui était très sympa, très agréable, qui est en Australie. Ou mon copain Emmanuel Moulin, qui a accompagné le président de la République à Bali. Donc on ne peut pas lui demander d'être là aujourd'hui. Mes excuses, enfin les excuses également d'Olivier Klein, qui est le ministre du Logement, qui jusqu'à hier soir avait prévu d'être ici et au dernier moment n'a pas pu venir. Alors la question qui vient immédiatement à l'esprit quand on reçoit une telle décoration, c'est de savoir évidemment si on la mérite véritablement. Je suis posé cette question il y a 2 jours, à l'avant-première d'un film réalisé par Émilie Frèche, qui est dans la salle. Elle est encore là? Elle est encore là, parce qu'elle doit partir après faire la pub de son film. C'est un film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Les Engagés. Il y a encore une séance à 22 h aujourd'hui, sinon vous pouvez y aller d'ici ce week-end. Ça raconte l'histoire, c'est un très beau film, qui raconte l'histoire d'un migrant qui part de Guinée, il a 15 ans, et qui arrive 1 an après dans les cimes enneigées de la frontière franco-italienne. Et là, on y voit des bénévoles, on y voit des gens qui ont un courage physique. Et moi, je dois avouer que je n'ai jamais mis mon intégrité physique en jeu. Je n'ai jamais risqué ni la prison, ni ma vie pour mes idées. Et moi, je suis comme Brassens, voyez-vous, mourir pour des idées, oui, mais de mort lente. Alors, en même temps, je n'ai pas envie de jouer une fausse modestie un peu démago, et je me répète souvent cette phrase dont je ne sais plus, à force de l'avoir entendue, si elle est de Pierre Moscovici ou de Talleyrand. Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Me voilà donc chevalier de la Légion d'honneur, et je dois avouer que c'est assez troublant, mon cher Pierre, d'écouter sur nos réseaux funèbres de son vivant. Mais combien sommes-nous, au fond, ici, à mériter ces honneurs? Il y en a un qui le mérite, à coup sûr, c'est mon père. Je veux parler de son grand-père à lui, gendarme dans l'Aveyron, parti comme gendarme dans l'Algérie française de 1880. Je veux parler de son père, ouvrier dans l'usine Coca-Cola d'Oran. Je ne sais pas si c'est là que vient mon addiction au Coca-Zéro, mais je veux parler de lui, mon père, qui n'a eu de cesse, de concours en concours au sein de la fonction publique, de dépasser sa condition d'origine. Et moi, j'ai toujours été guidé par cela, faire en sorte de travailler, de progresser, pour être digne de l'exigence que mon père a eue pour lui-même. Il n'est pas là ce soir parce qu'il avait une petite chimiothérapie aujourd'hui, mais à 86 ans, il pète la forme. Hein. Il est un peu fatigué cet après-midi, mais il nous regarde, parce qu'on a mis en place un petit Zoom, et je suis heureux de m'adresser à lui. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres vers l'est, c'est Lucien Marek, mon beau-père, qui lui naissait aux environs de Tunis. Lui aussi mériterait 100 fois cette médaille. Lui aussi est issu d'une famille modeste. Lui aussi, à force de travail et de persévérance, a mené une belle carrière professionnelle. Et lui aussi, il est là, dans sa résidence service senior. Il nous écoute en Zoom. Ah oui, l'âge, 86 ans, 87 ans, mais ils sont en pleine forme. Hein. Ils n'ont pas pu venir ce soir, mais ils sont en train de nous regarder. Puis, tu l'as dit, Pierre, c'est en Ariège, à Foix, qu'est née ma mère. Une femme aimante et généreuse, une femme droite et sincère, qui mériterait aussi bien que moi cette médaille pour avoir inculqué à ses 3 enfants le sens de l'honnêteté. Elle est ici avec nous ce soir. Ma sœur, Florence Ardès-Momet, certains la connaissent ici, mériterait tout autant ses honneurs. D'ailleurs, il faudra y penser un jour. Elle s'est battue pendant toute la crise sanitaire, pendant la crise médiatique. C'est un peu le hasard si on s'est retrouvés dans le même secteur. C'est presque le hasard. Mais c'est un plaisir de cheminer avec elle. Et je veux conclure ce portrait familial par mon frère Jean-Marc. Lui aussi a choisi il y a quelques années de travailler dans le secteur des EHPAD. Mais lui, de manière un peu différente, il se lève tous les matins. Il prend le RER B, il arrive dans un EHPAD associatif à but non lucratif,
Et là, responsable d'hébergement, il dirige une équipe d'aides-soignantes et d'agents de service au contact quotidien des personnes âgées. Peut-être que lui, paradoxalement, il a moins de chances que moi d'avoir ce type de médaille. Et pourtant, il le mériterait peut-être bien plus. Je vous demande de l'applaudir. Ça a été dit, je suis un homme de l'Est du Val-d'Oise, pas très exotique. Sarcelles, c'est la ville où je suis né. Merci, Papi Gadad, maire de Sarcelles, d'être là. Non seulement on est amis, mais tu symbolises cette ville qui m'est si chère, où j'ai passé mon bac, où je suis né comme mon frère et ma sœur. Gonesse, la ville où j'ai grandi, tu l'as dit, entre collège et lycée là-bas, où mes grands-parents sont arrivés d'Algérie en 1962. Et puis Goussainville, où j'étais l'élu pendant une quinzaine d'années. Mais vous l'avez compris, hier vous l'avez dit, mes trois passions, vous le saviez, mes trois passions, c'est les vieux, le PS. Non, c'est pas pareil. Et la pop musique. Tu l'as dit, mon cher Pierre, oui, je débarque à 22-23 ans comme salarié à Solferino. Pour les plus jeunes d'entre vous, Solferino, c'est le siège du Parti Socialiste. Pour ceux qui n'ont vraiment pas lu un journal depuis longtemps, le Parti Socialiste est un parti important au XXe siècle et qui le redeviendra. J'ai trouvé là trois inspirateurs. L'un, que je veux citer, vous êtes beaucoup à l'avoir connu, et c'était un peu mon maître. Voilà, il m'a appris à écrire, à une note, à chasser les idées reçues. C'est Jean-Claude Boulard, qui était député du Mans, qui fut après maire du Mans, et je lui dois beaucoup. Je lui dois aussi le fait dès 1991, il décide de faire un des premiers rapports parlementaires sur les personnes âgées dépendantes. Et c'est là qu'il se met à travailler, parce que c'est des sujets où on peut travailler entre familles politiques, il se met à travailler avec une jeune députée RPR, qui est ici ce soir, et je suis heureux de lui dire, parce que c'est le cas, il faut bien le considérer. Oui, Roselyne, nous sommes des amis de 30 ans. Je fais connaissance avec Roselyne Bachelot quand elle est parlementaire, qu'elle s'occupe de ces questions-là. Dans cet entre de Solferino, deux autres personnes m'ont profondément marqué. L'un, que vous connaissez pour certains d'entre vous, Jacques Salvatore, que je veux citer ici, qui m'a appris à la dérision tout le temps, jamais se prendre au sérieux. Et aujourd'hui encore, dans les groupes du PS, un message sur deux que je mets est une connerie. Voilà, ça me vient de Jacques Salvatore, qui a toujours eu ce sens de l'humour. Et le troisième personnage est ici, lui, il est encore bien vivant. C'est Claude Pigement. Et tous ceux qui le connaissent savent comment cette personnalité attachante appelle l'amitié éternelle. Tu as dit le cabinet de Telade. Il y a eu quelques personnes qui étaient avec nous ici, au cabinet de René Telade, Pascal Beau, mais je veux aussi citer un de ceux que j'ai connus à ce moment-là, qui a été, avec son humour british, sa grande gentillesse, que vous êtes nombreux à connaître aussi ici, c'est mon ami, et peu d'hommes ont été à chaque étape de ma vie aussi bienveillants que lui. Merci Michel Yael d'être avec nous ce soir. J'en ai trouvé un autre très bienveillant, un homme qui a marqué mon histoire, qui a été un de mes premiers patrons, à la tête du syndicat dont tu parlais. Il est devenu un ami très cher, qui me lie, une amitié qui nous lie depuis maintenant, là aussi, presque 30 ans. Merci Yves Journel d'être là. Notre complicité ne se tarit décidément jamais. On va vivre à ce moment-là d'ailleurs une période que certains ici, les plus anciens, ont vécu dans les années 2000, de profondes réformes du secteur du grand âge. Je cite un certain nombre de gens qui sont ici ce soir et qui ont marqué ce parcours-là. Le mien, mais aussi le parcours du secteur. Claude Évin, qui est ici avec nous, ministre, mais qui a été aussi à ce moment-là président de la FHF. Nora Berra, qui a été secrétaire d'État aux aînés, c'était un intitulé un peu original, et qui est ici avec nous. Marianne Monchamp, je ne l'ai pas encore vue, mais elle doit être dans les parages aussi. Roselyne, évidemment, qui a été ministre à nouveau en 2010. Je vous raconte une anecdote, quand même, je ne résiste pas. Roselyne redevient ministre de la Santé en 2010-2011. Et là, elle reçoit la déléguée générale du CINAPA, Florence Arès-Bobry. Et, dans l'entretien, elle lui dit à un moment donné, mais ce syndicat, c'est pas... comment il s'appelle cet emmerdeur, là voilà. Ne sachant pas que la femme à qui elle parle est ma sœur. Bon, quelques semaines se passent. Un mois après, pour le manchette de Maison de Retraite, je vais interviewer Roselyne. Elle connaissait cette scène. Bon. Et moi, je savais que
je ne sais pas si elle savait. Et en plein milieu de l'interview, elle dit « Vous êtes toujours un emmerdeur, hein !» Merci à Patrick Pelou d'être ici. On a vécu au moment de la canicule de 2003 des moments forts, des moments durs. Il a été, lui, un héros ce jour-là, ce mois-là, cet été-là. Et il est resté un ami depuis tout ce temps-là, dans le même esprit, Marc Bourquin, Pascal Terrasse, qui est ici aussi. Tout ce monde-là a, pendant 10-15 ans, s'est côtoyé pour essayer d'améliorer les politiques publiques en faveur du grand âge. Je veux citer aussi, évidemment, je ne sais pas comment on appelle les habitants du Doubs. En tout cas, Paulette Guinchard, qui a été élue du Doubs comme Pierre, a beaucoup compté dans notre secteur. Et on est beaucoup aussi à se rappeler d'une femme qui m'a beaucoup marqué en politique et sur la question personnes âgées, évidemment, Danielle Hoffmann-Rispal. Devant toi, Guillaume, je veux rappeler aussi la confiance que m'a accordée Richard Descoings en 2003 pour créer, c'était un peu inhabituel, un diplôme sur les vieux à Sciences Po. Il a tenu 15 ans. Après, j'en avais un peu assez, puis le flux se tarissait un peu, mais on a vécu une belle période. Il y a eu cet épisode ensuite, qui continue toujours, de la Silver Economy, que tu as cité, et c'est à Agnès Buzyn, qui est ici avec nous ce soir, que je dois d'avoir été nommé président de la filière Silver Economy en 2018, même s'il a fallu que nous purgions un profond désaccord. Ça ne portait pas sur la retraite, ni sur la bioéthique, même pas sur les personnes âgées. Non, ça portait sur votre passion, Agnès, pour quelque chose que je trouvais totalement incongru. C'est une passion pour Linkin Park. Un groupe de bourrins américains, mais que Agnès adore, alors que c'est bien loin des canons de beauté de Lou Magic ou les Arocs, cher Christophe, encore aujourd'hui. J'ai commis 2 rapports, l'un évidemment avec Marisol Roussillon en 2013, quand Marisol était ministre, et puis le second avec Brigitte Bourguignon, fin 2021. Donc tu as raison, je suis assez fier. Nous vieillirons ensemble. Il y a un certain nombre de propositions sur l'adaptation des logements, des villes, des territoires, des mobilités. Je vais travailler avec des amis qui sont ici, Emma Kos, Alain Dinin, le PDG de Next City, avec lequel on a travaillé, Christophe Borget, Thierry Lajoie, d'autres. On a travaillé de manière un peu collective, genre avec Arnaud aussi, et récemment, donc, Olivier Klein a annoncé que MaPrimeAdapt entrerait en vigueur au 1er janvier 2024. D'ailleurs, la semaine dernière, je déjeunais avec une haut fonctionnaire du ministère du Logement, qui me dit, c'est la première fois que je la voyais, et elle me dit, savez-vous, je suis la maman de MaPrimeAdapt. Je lui dis, mais c'est marrant, on se rend compte pour la première fois parce que je suis papa. En tout cas, ma contribution a été sûrement jugée suffisamment salutaire pour qu'à ce moment-là, Brigitte Bourguignon pense à cette médaille, à cette gratification, et je sais à qui je dois tout cela, à tous ceux avec lesquels on a travaillé, mais à toi notamment, Brigitte, que je remercie profondément d'avoir pensé à tout cela. Voilà, son rapport, ça va être 5 mois de travail, c'est une forme de rémunération symbolique qui nous permet surtout de nous voir ce soir. Il y a eu ensuite l'entreprise, évidemment, HPA Presse, évidemment, avec HPA Presse, avec Elsa, on a construit une petite entreprise sympathique, une grande entreprise, il y a 10 salariés, beaucoup de salariés sont ici, d'anciens salariés, avec lesquels on a gardé beaucoup de liens. Tu l'as dit, c'est le mensuel des maisons retraites, c'est les assises des EHPAD, c'est beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui une entreprise à qui on a confié les clés à Sébastien Potvin, qui est ici, qui est le directeur général de HPA Presse, un vieil ami aussi, qui a cette responsabilité désormais. Mais le HPA, c'est aussi une complicité avec le think tank Matière Grise, une complicité, ça ne vous étonnera pas que je parle de lui évidemment, avec Jérôme Gage. C'est une belle histoire, digne de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On a été pendant des années les tic et tac de la transition démographique. Maintenant, il exerce son talent au Palais Bourbon. Et nos parcours se sont croisés, confondus, complétés, pour au final donner une amitié à qui et que je souhaite à beaucoup d'en connaître de tels. Alors, je termine avec les vieux et je termine avec la politique et la musique. Oui, tu l'as dit, le Parti Socialiste, c'est d'une certaine manière ma seconde famille.
C'est peut-être pour ça que je l'ai quitté. Je viens d'arriver, tu l'as dit, à 17 ans. Mon père me le déconseillait en disant tu vas perdre un peu ta liberté de jugement. Je pense qu'au contraire, ça m'a forgé la capacité de jugement. Ça m'a appris à parler en public, ça m'a appris à écrire, ça m'a appris l'art des rapports de force, qui m'a bien servi ensuite, y compris dans le milieu professionnel. Ça m'a permis d'être élu pendant 15 ans de l'Est du Val d'Oise. Ça m'a permis le parcours d'un apparatchik, voilà, grâce à Marisol, qui m'a nommé pour la première fois délégué national du PS aux personnes âgées. Et je suis aujourd'hui, vous l'avez compris, coprésident du Conseil national du Parti socialiste. Mon engagement depuis 40 ans, il est aussi, tu l'as dit, au service d'une idée qu'on appelle social-démocratie, qu'on appelle comme on veut, mais dès 19 ans, j'ai eu une passion pour Michel Rocard. Je lisais tout ce qui me paraissait, j'ai lu tous les bouquins de Michel Rocard, bon. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé d'aller voir à l'Assemblée un petit jeune qui pouvait me recevoir parce qu'on était en train de créer un club des jeunes gardiens, donc j'ai tapé à la porte de Manuel Valls, et je suis entré dans cette aventure des jeunes rocardiens, où j'ai croisé beaucoup de gens qui sont encore ici, ils sont toujours rocardiens peut-être, ils sont toujours jeunes, comme Christophe Gargeau, Olivier Faure et bien d'autres. Et Éric Lombard, le directeur général de la Caisse de dépôt, qui doit arriver, il m'a dit qu'il serait en retard, mais qui était aussi un de ces rocardiens de l'époque. Cet engagement social-démocrate, on va le continuer avec toi, Pierre, à partir de 2008, tu l'as dit, et je veux saluer ici parce que ça a été une vraie aventure. Voilà, la vérité, c'est qu'on s'est super bien entendu. Voilà, je vois Benjamin Griveaux avec Benjamin, avec Mathias Feckel, qui au tout dernier moment a eu un petit problème avec Émeric Breillet, Elisabeth Guy-Dubois, Laurent Azoulay, Corinne Narassiga, Constance Rivière, Sébastien Potvin, Safia, elle est pas là, Safia, dans les barrages, bon. Et puis avec deux autres amis chers, qui restent des amis, Cédric O et Gabriel Attal. Gabriel est au Sénat en ce moment, et Cédric avait une autre cérémonie au même moment, très évidemment, qui sont restés là aussi des amis. On va vivre une belle aventure qui va se fracasser un peu à partir de 2017, au moment où eh bien, les sociaux-démocrates vont choisir des objectifs un peu différents, j'espère. Moi je fais le vœu qu'un jour, ces sociaux-démocrates des deux rives se rejoindront de nouveau, mais à gauche. Pas, Parce que le fait est que, et j'en conclus là, que pour ma part, je suis resté dans ce PS, tu l'as dit, nupaysé. Moi, je ne dis rien dans ma culture qui ne me rapproche, tu le sais bien, des Insoumis et encore moins de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai retrouvé autour de toi, Olivier Faure, qui est ici ce soir, le plaisir de militer au PS, le plaisir de réfléchir, le plaisir de travailler ensemble. J'aime l'état d'esprit que tu as su. J'aime l'équipe que nous formons avec toute la bande, Corinne, Christophe, Maxime, Marie, d'autres. Carlos da Silva, dont c'est l'anniversaire ce soir. J'aime ce groupe parlementaire. Il y en a un certain nombre qui sont ici. Anapic, Hervé Solignac, Inaki, Inachis, 28 ans, député. Merci d'être là ce soir. Et puis, à mon âge, n'ayant plus d'ambition politique véritablement pour moi-même, je prends un vrai plaisir, vraiment, à aider, soutenir les plus jeunes. Il y en a un ici particulièrement brillant, qui est particulièrement mon ami, qui a un avenir particulièrement prometteur, c'est Pierre Jouvet. Merci Pierre d'être là. Et puis mon trio de jeunes complices, deux jeunes énarques, une avocate, Julie Martinez, Benjamin Levin et Camille Andrieux, qui ont tout juste 30 ans et qui incarnent peut-être pour demain cette gauche de gouvernement qui doit être de gouvernement et qui doit aussi être de gauche. Je termine avec la musique, deux mots sur la musique parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais moi cette passion, tu l'as dit, elle est née dans ma petite chambre de la Villa des Bouleaux à Gonesse, en écoutant Bernard Lenoir. J'ai demandé à Christophe Comte d'essayer de rencontrer Bernard Lenoir, mais pas qu'il veut voir personne, mais moi mon rêve c'est de voir Bernard Lenoir. Il habite à Biarritz chez Émeric, donc si un jour Émeric tu croises Bernard Lenoir, je sais que tu l'as déjà croisé, tu me parles de moi, et que j'aimerais déjeuner avec lui, y compris à Biarritz. C'est le temps de Clash, de Cure, de Pretenders, de Police, des Smiths. Faute de temps, je ne vous narre pas le jour où j'ai commencé ma carrière de rockstar, parce que c'est le même jour où je l'ai terminé. Ces fameux concerts que certains connaissent de réputation nocturne. On était vraiment tellement bête qu'on s'appelait comme ça, nocturne. Oui. Je t'habille tout en noir. Un tour, quoi. Bon. On voit d'ailleurs de temps en temps une photo de moi avec Michel Rocard, Manuel Valls, toujours coiffé comme Manuel Valls, bon. Puis moi au milieu avec une chevelure à Robert Smith, assez incongrue. Et c'est Manuel qui un jour, parce que j'avais raté l'embauche, mon premier poste d'assistant parlementaire, m'a dit, conseiller d'amis,
arrêtez. J'adore, mais arrêtez ça. Et j'ai arrêté et je suis devenu assistant parlementaire. Aussi, et tu l'as dit, je ne reviens pas au mi-temps des années 90, je prends une passion pour ce journal magique. Et en 2007, quand il va mal, eh bien, j'arrive à le reprendre, ça n'a pas été simple. Et je suis fier, c'est vrai, de cette histoire qui nous a permis, avec l'équipe qui est ici en partie, de reprendre ce journal musical qui est un monument de la presse française. Et je me rappellerai toujours, là aussi, ce matin de janvier dernier, où à 8h du matin, le téléphone sonne, je réponds, et là il y a un gars qui me dit bonjour, c'est Étienne. Bon, je pense à Étienne Champion, je pense à Étienne Dao. Ah voilà, donc qui nous félicitait de la nouvelle formule de Magic, qui avait eu mon téléphone, je ne sais pas comment, et voilà, je me suis retrouvé au téléphone avec Étienne Dao, et là je crois que je suis arrivé à l'acmé de ma jouissance musicale, parce que vraiment c'était pour moi un rêve de gosse qui est devenu réalité. Voilà, j'en termine là. C'est vrai que tu as dit que j'aurais voulu être romancier. Non, je voudrais être romancier. Si j'ai un rêve encore, c'est que je suis devenu depuis quelques années un fanat de littérature contemporaine. Bon, donc je bouffe du roman, j'en fais profiter les uns et les autres par les réseaux sociaux. Et peut-être que c'est la vie que j'ai envie d'avoir demain, mais on va se prendre un moment de réflexion. Mais je salue en tout cas les quelques romanciers. Il y a Julia Mankowski que je vois pour la première fois ce soir, qui a fait un formidable roman que j'adore. Il y a Eric Reinhardt, le romancier de devenir, puis il y a une heure, il a eu un empêchement. Il y a d'autres ici, personnes qui ont écrit des livres. C'est pour moi une forme de rêve de devenir un jour quelqu'un qui fit des bouquins autres que des bouquins sur les vieux, ça va le suivre. Alors je voudrais conclure maintenant mon propos par elle. Évidemment, vous l'en doutez bien, sans sa complicité, sans son amour, sans sa compréhension, rien, absolument rien de tout ce que je vous dis n'aurait été possible. C'est celle qui me console, celle qui me conseille, celle qui me prévient, celle qui me soutient, celle qui me fait rire, celle qui me fait plaisir, celle qui m'énerve parfois, qui m'agace rarement, celle que j'aime tant et à qui je dédie ces mots. Aurélien, un autre communiste, les deux. J'ai retiré ce radium de la pêche blande et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Ô paradis sans quoi retrouver, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Merci beaucoup. Et bien maintenant, buvons, mangeons, et puis à la rencontre de chacun pour voir tous. Merci à vous d'être là.